Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété. Et c'est avec joie que je reçois Ndeye Fatou. Merci d'être présente. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu peux me dire sur l'anxiété? Alors, je m'appelle Ndeye Fatou, j'ai 25 ans, j'habite entre la France et Londres et je suis brand designer et stratégiste. Alors, pour moi, l'anxiété, au début, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, au début, j'étais la personne stressée et je ne savais pas forcément pourquoi. Enfin, je me considérais juste comme une personne stressée, pas forcément comme une personne anxieuse. Et l'anxiété, c'est un cran au-dessus du stress. Par exemple, ça t'empêche de faire énormément de choses. Par exemple, moi, j'ai des tâches du quotidien, j'arrive pas à les faire. Et ça se manifeste par exemple, je transpire beaucoup, j'ai les mains moites, j'arrive pas à m'exprimer. Ben là, ça s'entend un peu dans ma voix. Là, c'est du stress, j'ai un petit peu la voix tremblante. Oui, c'est l'enregistrement. Ouais. Et au début, voilà, comme j'ai dit, j'étais la personne stressée. Et en allant en Angleterre et en ayant quelques problèmes à cause de ça, je suis partie voir une thérapeute qui m'a dit que c'était de l'anxiété. D'accord. Et du coup, quels sont les premiers signes de cette anxiété? Comment tu t'es sentie lorsque tu t'es dit, lorsqu'on t'a dit que c'était de l'anxiété? Pour moi, ça avait du sens parce que pour moi, c'était un petit peu un soulagement parce que ça me permettait de me dire que déjà, j'étais pas bizarre. Parce qu'il y a des choses vraiment que j'arrive pas du tout à faire. Par exemple, tout ce qui est sociabiliser avec des gens de mon âge, si c'est des gens que je connaissais pas d'avant, j'ai beaucoup de mal. Je me sens pas forcément à l'aise dans les groupes. J'ai du mal à passer des appels téléphoniques. Par exemple, même pour mon métier, au début, c'était dur de passer des appels, de communiquer. Voilà. Je suis toujours hyper anxieuse, hyper stressée. Et parfois, au quotidien, c'est pas évident. Donc, pour moi, c'était plus un soulagement qu'autre chose d'avoir les mots sur ce que c'est. D'accord. Du coup, ça veut dire que ça a impacté aussi bien ta vie personnelle que ta vie professionnelle. Ouais, tout à fait, parce que vie personnelle, j'arrivais pas forcément à... Voilà, j'ai toujours eu cette réputation de la fille un peu timide, Oui. qui parle pas forcément. Et professionnelle, à un moment dans ma carrière, je me disais que peut-être que c'est pas fait pour moi parce que j'arrive pas, par exemple, à passer un appel vidéo parce que à chaque fois que je passe mon appel vidéo, j'analyse tous mes faits et gestes. C'est-à-dire que je vais faire un truc, je vais me dire, oh, mais la personne, elle s'est dit, elle m'a vu faire ça, elle doit se dire, ah, elle est bizarre. Moi, ça m'arrive tout le temps, quoi. Même ce matin, j'ai eu un appel. Bon, maintenant, je le gère beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'est un petit peu épuisant. D'accord, merci. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'entourage, justement, puisque là, tu parles de toi, ton rapport avec les gens. Qu'est-ce qui s'est passé auprès de ton entourage lorsque tu leur as dit, lorsque vous avez mis un mot dessus, en fait, en disant que c'est de l'anxiété? Comment ça s'est passé, la relation, justement, avec ta famille? Comment ils ont vu ça? Et justement, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, en fait? Parce que c'est super important d'avoir un soutien au niveau familial, comme là, la thérapeute que tu as vue. Et je pense que c'est super important en fait lorsqu'on a besoin d'aide, de savoir vers qui s'orienter et surtout qu'est-ce que peut nous apporter la famille. Tout à fait. Niveau familial, en fait, moi quand j'ai eu ce diagnostic et que j'ai eu une grosse crise d'anxiété qui a fait que je pouvais pas forcément sortir de chez moi, je suis revenue en France. Et je me suis entourée de vraiment ma famille, pas forcément des amis. Et le problème qui s'est posé, c'est que j'ai mis un petit peu une distance avec mes amis de l'époque. Parce que déjà, moi, le fait que je sois anxieuse, il y a des trucs, par exemple, prendre ton téléphone, répondre aux messages, voir les messages qui s'accumulent, ça me stresse. Oui. Du coup, j'évite. Du coup, je me suis vraiment renfermée dans ma famille. Et ce qui est bien dans ma famille, c'est qu'on est très soudés, on essaye de discuter, on est ouvert à la discussion. Ce qui fait que je ne me suis pas sentie comme quelqu'un de bizarre. J'ai toujours été la timide, comme j'ai dit, la stressée. Du coup, ça a choqué personne. Ils ont juste essayé de comprendre et puis d'améliorer leur comportement pour que je sois à l'aise dans toutes les situations. D'accord. Et quel était le rôle de chacun dans ce processus, en fait d'aller vers ce bien-être, en fait, de ce processus de guérison? Ma mère, je pense que ça a été la personne la plus importante un petit peu de cet écosystème, parce que elle m'apaise. Voilà, quand j'ai des problèmes, elle m'apaise, elle discute. Mon grand frère, il va plutôt me donner des conseils. Ma petite sœur, c'est ma petite sœur.
Ouais, il y a une Bah, belle synergie. non, non, ma petite sœur, elle aussi, elle va plutôt me donner des conseils et c'est bien parce que elle est plus jeune, elle est plus Naïf, elle a un autre pas regard. forcément. En fait, je trouve elle est beaucoup plus, elle est moins naïve que moi en fait, parce qu'elle, elle a pas forcément cette, elle est plus je m'en foutisme. Je m'en D'accord. foutiste, pardon. Et des fois, ça fait du bien parce que moi, je réfléchis sur tout. Genre, je vais devoir faire une tâche, je vais étudier la tâche en long, large et en travers. Elle est plus, voilà, elle est plus légère à faire sa tâche et puis voilà quoi. Elle s'en fout un peu des conséquences, pas moi. Oui, Donc oui. ça fait du bien. Genre. Et justement, mais en fait, là, le fait de toujours vouloir tout millimétrer au petit soin possible, ça finit par poser des problèmes, puisque Ouais. ce qui se passe, c'est que derrière, je pense que ça alimente encore plus ton anxiété, non? Ouais, bah oui, et ça me rend super procrastinatrice parce que tu peux pas contrôler toute ta vie en fait. Et au bout d'un moment, tu te dis, bah je vais pas faire ça parce que j'ai peur de le rater. Et il y a plein de projets que j'ai pas forcément fait parce que j'étais tellement stressée que j'avais peur de comment ça allait sortir en fait. Parce que quand tu calcules tout, t'as une idée précise du résultat que tu veux. Et dans la vie, bah, c'est pas comme ça, quoi. Tu peux pas tout millimétrer, tu peux pas tout calculer. C'est ça. Et c'est un peu compliqué, du coup. Ça fait du bien d'avoir, comme j'ai dit, l'œil de ma petite sœur, parce qu'elle, elle m'aide un petit peu à lâcher prise, à être un petit peu moins voilà, stressée. Oui, Voilà. et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque tu es dans ce contrôle, généralement, les événements ne vont pas comme tu veux. Ouais. Et tu Bah, perds même le nord, on va dire. bah oui, oui. Après, je m'estime heureuse, je suis plus dans tout ce contrôle-là parce que voilà, au bout d'un moment, tu réalises que C'est bah, ça va pas marcher, tu vois. Parce que plus tu fais, plus voilà, t'as des erreurs, enfin, tu fais des erreurs. Et plus ça m'a permis de comprendre qu'il fallait un petit peu lâcher prise, un petit peu être plus ouvert d'esprit et se dire, bon, si j'ai pas ça, c'est pas grave, je vais travailler un petit peu plus et puis je vais essayer peut-être d'avoir autre chose ou peut-être de rester sur la lignée que je veux et d'avoir ce que je veux. Mais maintenant, tu vois, je suis moins frustrée, tu vois, quand j'ai pas quelque chose. Avant, c'est vrai que je me disais, bon, j'étais vachement dure avec moi-même, quoi. Oui. Je me disais, bon, si j'ai pas ça, c'est de ma faute, je suis nulle, tu vois. Alors que maintenant, tu vois, je mets un petit peu de l'eau dans mon vin, comme on dit, et je me dis, bah, c'est peut-être pas forcément fait pour moi, peut-être que ça me permet de me découvrir en même temps, tu vois. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas une part aussi de, de l'accompagnement que tu as eu avec justement la thérapeute? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic-là et en même temps, qu'est-ce qui t'a aidé à aller vers justement dans cette approche en fait thérapeutique pour pouvoir t'aider à sortir de ce que tu as vécu? Honnêtement, j'avais pas le choix. Parce qu'en fait, à cette époque-là, je travaillais. Ils m'ont obligée à aller voir une thérapeute. Du coup, c'est pour ça que je suis allée la voir. Mais franchement, moi, Mais je t'avais le voulais. choix. Hein. Oui. Oui, non, je voulais. Mais en fait, j'avais l'impression qu'ils me croyaient pas forcément. Tu sais, c'est un peu bizarre de dire, moi, écoute, aujourd'hui, j'arrive pas à sortir de chez moi. Et puis, pendant 4 mois, enfin, après, ils ont vu la crise. Ils ont vu la crise d'anxiété d'eux-mêmes, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça passait plus. Mais voilà, j'ai parlé à la thérapeute, mais moi, ce que je voulais, c'est que je voulais une thérapeute qui me comprenne. Tu vois, je voulais la trouver de moi-même. Et là, c'était vraiment quelque chose fait par le gouvernement. Donc, du coup, j'ai discuté avec elle et tout. C'était une praticienne médicale, du moins c'était un médecin ou Non, un psychologue? Ouais, c'était un médecin, ouais. Et moi, ça m'a fait du bien de déballer mon sac. Franchement, ça m'a fait du bien parce que quand tu as des problèmes d'anxiété et tout, c'est dur de trouver quelqu'un qui te comprend. Parce que c'est un peu difficile d'expliquer. C'est ça. Parce que la plupart du temps, c'est incohérent. C'est pas logique, tu vois. Par exemple, je dis à quelqu'un, moi, quand j'ai des très grosses crises d'anxiété, j'ai du mal à avoir mes repères et tout. Et je dis à quelqu'un, bah écoute, je sais pas si ça c'est réel ou pas. Les gens, ils me regardent et ils me disent, ok. Ouais. C'est un peu bizarre, tu vois, c'est dur d'expliquer, c'est dur d'être pris au sérieux aussi, tu vois. Donc, avoir une thérapeute, c'était bien parce que je me suis dit, bah déjà, je suis pas folle. Oui. Et ensuite, je me suis dit, bah, j'ai quelqu'un à qui parler, tu vois. C'est ça. Je me suis sentie tout de suite beaucoup plus légère. Et le fait d'avoir un diagnostic sur ça, ça m'a fait du bien parce que moi, je perdais tous mes repères, j'avais l'impression de devenir un peu folle. Et quand t'es stressée, en fait, tu le ressens dans ton intérieur, tu le ressens sur ton corps. Moi, j'ai pris, je crois que j'ai pris 20 kilos pendant cette période de 4 mois. D'où l'importance aussi de savoir écouter son corps. Ouais.
Et je pense que ça, c'est vraiment la base. Et dans tout ce que tu as fait, le fait d'aller voir justement un médecin, donc comme je le conseille à chaque fois, en plus des personnes qui viennent me consulter, je dis toujours que c'est important de toujours consulter le corps médical par rapport à tout ce qui nous arrive. Après, il y a les thérapies alternatives qui sont là pour aider aussi, mais c'est toujours complémentaire. Et donc, ça le remplace pas. D'où l'importance de se dire, je dois trouver des personnes qui sont à l'écoute et où le feeling passe. Ouais, voilà, c'est ça, le feeling passe. Et ce que moi, ce qui me faisait peur aussi au niveau des thérapeutes, j'avais toujours peur de ne pas pouvoir exprimer correctement ce que je ressens. Du coup, qu'ils ne puissent pas mettre le bon diagnostic. Parce que c'est dur, parce que c'est pas une douleur physique où je peux dire, oui, j'ai mal au genou. C'est le côté émotionnel qui peut se payer. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis une personne... ce genre de... Tout ce qui est santé mentale, vu que moi, j'ai pas été éduquée sur la question étant plus jeune, tu vois, j'ai dû faire sur le tas. Moi, c'est quelque chose qui me stressait de ouf. Moi, au bout d'un moment, l'anxiété, ça te fait perdre... C'est quelque chose... Ça te fait perdre tes repères, ça te fait perdre ton sens de la réalité. Oui. Et quand tu as été éduquée, par exemple, dans une famille, on va dire, africaine, tu connais pas, tu vois, on va te sortir des c'est... Moi, on m'a déjà dit, t'es pas assez fort, tu vois. Donc, oui, alors que ça n'a rien à voir. Et que, en fait, je pars du principe que aussi, que ce soit une famille africaine dans le côté occidental ou oriental, en fait, je pense que c'est pareil un peu partout. En fait, ça dépend vraiment de la base. En fait, de comment, en fait, eux aussi, ils ont été éduqués. Et comme je le dis à chaque fois, en fait, c'est comment quelqu'un peut donner quelque chose que lui-même, en fait, n'a pas reçu. Et donc, forcément... ça reste toujours dans un petit tournant, mais derrière, toi, tu as pu en fait t'en sortir par rapport à ce que tu as vécu. Et comme tu le dis, en fait, le rôle de l'entourage a été super important. Ouais, ça a été super important. Après, je me dis, tu vois, il y a des gens, ils n'ont pas forcément cette chance. Tu vois, moi, ma famille, on a toujours été hyper proches. Et j'ai toujours été, même si je suis pas la dernière, j'ai toujours été un petit peu celle Moi, ma mère, elle me chouchoute beaucoup, mon père me chouchoute beaucoup. Ma petite sœur me chouchoute beaucoup aussi, parce que, comme j'ai dit, moi, je suis stressée depuis que je suis née. Comme le bébé. Mais, du coup, franchement, rien qu'avoir ma famille sans... Et mon mari, du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Genre, d'être avec des personnes qui ne comprennent pas forcément ce que tu vis, tu vois. Parce que des fois, ils ne comprenaient pas, tu vois. Mais tu es en voiture. Moi, la voiture, pendant un moment, ça me terrorisait. Alors, le fait d'être bloqué entre... Je paniquais, tu vois. Tu es en voiture, tu fais une crise de panique. Les gens, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, ils voient ça comme si tout était normal. Et toi, tu sais, c'est comme si ta réalité, elle shiftait, genre... tu vois pas la même chose que eux ils voient à ce moment-là, tu vois. Et je me dis, de leur point de vue, ça doit être super bizarre. Mais pourtant, ils ont toujours été là. Même mon mari, il a toujours été compréhensif. Je suis quand même partie de Londres pendant... ça va faire 1 an maintenant. Et il m'a jamais laissé tomber, quoi. Il a toujours été à mes côtés. Il a toujours été très attentif. Il sait que, par exemple, il y a des... Il est toujours doux dans sa manière de parler. Il essaye jamais de me stresser. Quand il y a des moments stressants, par exemple, je sais pas moi, recherche d'appartement, nouveau taf, il sait que avant, c'est vrai que c'est plus avant que maintenant, mais vu que je stressais énormément, il faisait attention aux mots, aux gestes, à l'intonation. Du coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était vraiment, vraiment, vraiment présent pour moi. Oui, la présence, la bienveillance. Et comme le non-jugement, en fait. Ouais, voilà. C'est de comprendre ce que la personne, elle vit. En fait, là, lorsque toi, tu es dans ces états-là, c'est qu'est-ce que tu cherches au fond. En fait, il y a un appel à l'aide indirectement par rapport à l'entourage, mais il y a aussi le côté où tu te dis... je peux m'en sortir. Mais parfois, on pense que tout seul, on peut s'en sortir, alors qu'en fait, seul, on ne peut pas réussir. On a toujours besoin d'un bras, d'une oreille, d'un soutien pour pouvoir, en fait, avancer justement sur, comme je dis, sur notre chemin. Mais c'est marrant que tu me dis ça, parce que moi, ma mère, elle me dit toujours tu peux pas faire tout toute seule. Moi, avant, j'étais comme ça, c'est vrai que maintenant, ça va. Mais avant, j'étais une personne, je voulais toujours tout faire tout seul. Par exemple, je devais retaper ma chambre. Ma mère, elle me disait oui, mais attends les garçons. J'ai pas besoin d'attendre les garçons, je vais faire ça toute seule. J'ai toujours été comme ça. Et ça se ressent dans comment je prenais soin de moi et de ma santé mentale, en fait. Oui. Et justement, comment tu as pris soin de toi, en fait, dans ces moments-là ? Est-ce que
tu t'es soignée en plus de la médecine allopathique. Est-ce que tu as vu des thérapeutes, comme tu as dit, des thérapeutes. Quels sont les bienfaits, en fait, des autres techniques ou méthodes que tu as utilisées? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est toujours intéressant pour une personne qui vivrait la même situation. Alors, moi, je sais pas si je peux parler de religion. Moi, franchement, ce qui m'a aidé, c'est déjà de sortir de tout ce dans ce que j'étais, en fait. Moi, j'avais un travail stressant. Oui. J'habitais à Londres, une grande ville. Voilà, mon atmosphère était un peu stressante. Donc, je suis rentrée en France en juin dernier. Moi, la religion, ça m'a beaucoup aidée. J'ai jamais été une personne religieuse, mais la religion, ça m'a aidée un petit peu à avoir de l'espoir. Parce que moi, c'est la chose qui me manquait. J'avais plus d'espoir. Enfin, j'étais arrivée à un stade où, franchement, j'arrivais plus à rien à faire dans ma vie. Donc, des fois, je me disais à quoi bon, quoi. Parce que j'étais fatiguée et j'en avais marre, quoi. Mais la religion, ça m'a vraiment donné l'espoir à me dire, j'arrivais à me dire qu'il y a des gens meilleurs qui vont arriver. Du coup, ça a été vraiment un pilier de ma reconstruction. Après, je peux pas dire que ça a tout fait, tu vois. Moi, je pourrais jamais dire, n'allez pas en thérapie, tout ça, restez fait. Tu vois, pour moi, c'est un ensemble. Tu vois, c'est ça. La religion, ça m'a aidé. En parler, ça m'a aidé. C'est vrai que quand je suis venue ici, au début, j'arrivais pas à en parler parce que dès que j'en parlais, ça me déclenchait de l'angoisse. Oui. Du coup, j'ai commencé à en parler à ma mère et elle a été, contrairement à ce que je pensais, tu vois, elle m'a écoutée, elle m'a conseillé et j'en ai parlé à mon père et il m'a dit qu'il vivait exactement, il y a quelques mois, il vivait exactement la même chose. Et c'est trop bizarre parce que mon père et moi, on a un peu la même personnalité et la même perception des choses. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le père, la mère, du moins, c'est plus la mère et l'enfant qui sont reliés, mais le père aussi, puisqu'en même temps, tu es son sang. Non, ouais, mon père, on me le dit toujours, t'as pris les mauvais côtés de ton père. On me le dit tout ça. Mon père et moi, voilà. Mais tu pratiquement la même chose. Lui aussi, la religion, ça l'a beaucoup aidé, en sachant que mon père, ce n'était pas du tout... Enfin, il était comme moi, quoi. On n'était pas des gens religieux, tu vois. Et c'est marrant parce que chacun dans notre coin, tu vois, on n'a pas discuté de ça, chacun dans notre coin, la religion nous a beaucoup aidés et le fait d'en parler. Je sais que lui aussi, le fait qu'on en parle, ça l'a beaucoup aidé parce que je le ressentais. Quand j'étais enfermée pendant 4 mois, on s'appelait énormément, on discutait, on échangeait et on essayait... mutuellement un peu de se donner de l'espoir, tu vois. Oui. À travers nos expériences, nos ressentis, qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux. Et je trouve ça un petit peu incroyable que... C'est génial. J'ai pu trouver quelqu'un à qui parler dans mon entourage, tu vois. D'où l'importance d'avoir toujours quelqu'un avec qui on échange. C'est ça. Et justement, quand tu parles de religion, est-ce que c'est la religion toute seule ou est-ce qu'il y a aussi une part de spiritualité? Parce qu'on dissocie les deux, mais en même temps, ils sont complémentaires. Mais pour toi, c'est quoi la différence entre la spiritualité et la religion? Et pour toi, c'est quoi la différence? Moi, je vois pas de différence entre la religion et la spiritualité. C'est pour ça que je te pose la question. Il y a un cadre qui peut être posé. Et la spiritualité, pour moi, c'est ce qui va t'élever, en fait, au niveau de ta conscience. Et donc, savoir qu'on est tous une source, en fait, on est tous reliés à la source divine. En fait, c'est ça qui nous aide. Et je dis ça pour les personnes qui peuvent écouter et qui ne sont pas forcément religieux, qu'on ne dit pas que c'est forcément... le côté dogmatique, mais toi c'est plus le côté ouverture, sachant que de ce que je sais ton frère il a un côté très spirituel, donc c'est pour ça que tu disais ça, où là c'est vraiment une autre ouverture, une autre sagesse qui fait que en fait il est pas enfermé dans un cadre, mais pour toi il t'amène à une réflexion, à qu'est-ce qui est bon pour toi dans la vie, mais en même temps que toi-même tu prennes conscience de ce qui est bon pour toi et que tu fasses ton propre jugement. Totalement, parce que mon grand frère, je me souviens, moi je lui pose, depuis que je suis petite, je lui pose tout le temps plein de questions, et là je lui disais mais qu'est-ce que je dois faire? J'étais perdue, mais il me disait écoute, il me répondait jamais franchement à mes questions, il me disait jamais tu dois faire ça. Tu sais, il me posait des questions qui poussaient ma réflexion. C'est ça. Mais même à la fin, si je lui disais donc ça veut dire que je dois faire ça, il répondait pas parce que le choix t'appartenait. Voilà. Et quand je suis revenue, il m'a expliqué que le choix il t'appartient à toi en fait. Et moi je trouve ça moi j'aime bien le côté spirituel en fait. Là tu m'as un petit peu éclairé, c'est que ça m'a poussée à la réflexion et c'est quelque chose que j'avais arrêté de faire. Quand j'étais anxieuse, moi ce que je faisais mes journées quand j'arrivais pas à aller dehors,
Du coup, ça a duré 4 mois, je me répète, mais c'était long. Je m'abrutissais, je faisais tout pour pas penser. Parce que j'étais toute seule toute la journée. Oui. Je regardais des séries sur séries, je faisais tout pour pas penser. Oui, ton mental, tu le mettais pas en pause. Ouais, dès que je me posais et que je commençais à penser, je paniquais, je faisais des crises de panique. Donc, ce que j'aimais bien faire quand j'avais une crise de panique, c'est que j'appelais mon grand frère. Et rien que d'entendre sa voix, ça me... T'apaisait. En fait, ça me faisait revenir à la réalité. D'accord. Ça m'apaisait, ça me faisait revenir à la réalité. Et ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il me parlait pas forcément de mes problèmes et tout, mais on discutait un petit peu sur la vie, les sciences... Et puis ça me captivait et ça me permettait un petit peu de penser à autre chose, quoi. Et de parler de plein de sujets qui alimentaient, voilà, qui allaient t'alimenter. Voilà, mais il n'abordait pas des sujets qui vont te faire sortir ou te refaire ruminer. Voilà. On débattait sur tout. Hein. Moi, ce qu'on aimait bien faire, c'est débattre par exemple sur la place de la femme dans la religion, plein de trucs. Et puis il m'apprenait beaucoup de choses en même temps, parce que moi j'étais dans mon début d'éveil spirituel. C'est-à-dire que quand tu es au début, tu peux partir dans ci et ça. Oui. Parce que j'avais pas de guide en fait, c'était moi et moi-même. Donc il me guidait, il me disait bon, faut toujours nuancer. Certaines choses sont sortir de leur contexte. Faut faire attention au contexte quand tu apprends une nouvelle information. Donc ouais, mon grand frère, franchement, son côté spirituel, comme je le dis tout le temps, hein, et pour tous les membres de ma famille, si on n'avait pas mon grand frère dans cette famille, c'est comme le ciment de la famille en fait. Oui. Donc, c'est le sage, si on peut appeler ça comme ça. Franchement, c'est vrai, il aime pas qu'on dise ça. Hein. Si tu lui dis ça, il va te dire non. Mais c'est vrai, hein, c'est le sage. Il nous aide à nous remettre en question aussi. Hein. Oui. Parce que je sais que avant ça, par exemple, moi, j'étais un petit peu, voilà, même avec lui, des fois, tu sais, conflictuelle. Tu perds. Non, j'étais pas conflictuelle, mais moi et mon grand frère, on a 2 ans d'écart. Ça veut dire que des fois, je perdais un petit peu ma place et je pouvais être un petit peu irrespectueuse et tout. D'accord. Mais mon grand frère, il a jamais été du genre à dire « tu me respectes pas ». Non, il va attendre, il va t'observer, il va regarder, il va rien dire. Juste au moment où toi, tu commences à faire une petite remise en question et puis il va parler avec toi, il va jamais t'accabler, te dire... parce qu'il prend en considération le contexte et comment tu te sentais à cette période-là, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça qui est bien. Et surtout ton discernement en fait derrière. Ouais. Et ça c'est super important. J'espère que j'aurai plaisir à l'interviewer la prochaine fois. J'espère. Ce serait super intéressant. Et justement aujourd'hui en fait, quelles sont les pratiques que tu conseilles par rapport à des personnes en fait qui sont en train de vivre justement cette anxiété, justement par rapport au chemin que toi tu as parcouru, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi déjà je dirais c'est facile à dire, mais un petit peu plus dur à faire, mais bien s'entourer. Genre, pas forcément s'entourer de personnes qui ont une anxiété. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai rencontré une fille qui, elle aussi, avait les mêmes problèmes que moi. Et au final, ça m'a stressé plus qu'autre chose. Oui, en fait, en fait, il y a tu t'enfermes un petit peu dans cette bulle. Mais non, parler à des gens qui vont vous écouter. Qui vont pas forcément prendre le temps de vous donner des conseils, quoi. Mais moi, la première fois que j'ai parlé à cette thérapeute, elle parlait pas forcément, hein, mais moi j'ai déballé mon sac, puis ça m'a fait du bien, je me suis sentie légère. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, négligez pas la thérapie, parce que des fois, quand on connaît pas, on a tendance à dire oui, bon, la thérapie c'est pour les fous, tout ça. Mais non, négligez pas la thérapie et aussi écoutez votre corps et votre esprit. Parce que l'anxiété aussi, ça se déclenche à cause de quelque chose, tu vois. Par exemple, même la dernière fois, on discutait au niveau de la nourriture et tout. Et c'est marrant parce que tu m'as dit, ouais, ça se déclenche par rapport à quelque chose. Et je t'ai dit, non, moi j'ai une très bonne enfance. Puis j'ai réfléchi, mais c'est vrai que par exemple, un vieux truc, mais quand j'ai commencé à habiter toute seule, c'est là où je me suis, par exemple, permis d'aller au restaurant tous les jours. Et chez moi, avant, quand j'étais jeune, c'est quelque chose qu'on faisait une fois tous les 3 mois, parce que c'était pas forcément la priorité. Oui. Mais quand tu m'as dit ça, je me suis assise sur mon lit, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, peut-être, mon problème avec la nourriture, ça vient peut-être de ça, tu vois. Parce que vu que j'avais des limites, ces limites, elles ont été enlevées, j'ai plus su me contrôler, en fait. Ouais, mais c'est génial cette prise de conscience. Ouais.
Et ben justement, en fait, les personnes qui viennent à mon cabinet, justement, ou que j'ai en ligne, c'est le chemin, en fait, sur lesquels je les emmène. En fait, de me dire, moi, j'ai pas forcément les réponses à tout. Et je ne suis pas là aussi pour te dire, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de vérité absolue. Mais plutôt de comprendre ton histoire et aussi t'amener vers une autre compréhension et une autre analyse de toi-même et à l'écoute de ton corps et de tes émotions. Et ça, c'est super important parce que aujourd'hui, en fait, on a tendance à un peu trop dissocier le corps et l'esprit, alors qu'en fait, ils sont reliés. Comment tu vois tout le chemin que tu as parcouru, en fait? Puisqu'aujourd'hui, tout va bien. Ouais. Dieu merci. Mais moi, j'ai tendance à... On a tendance à me le rappeler, parce que moi, j'ai tendance à vivre dans le futur. Mais mon mari me dit toujours, mais regarde où t'en es, là. Regarde. Parce que, franchement, l'année dernière, il n'y avait aucun sens à ma vie. Je me disais que déjà, je pourrais jamais trouver un travail qui me plaît. Je pourrais jamais avoir une vie normale, avoir des relations normales. Maintenant, je m'entends bien avec tous les membres de ma famille. J'ai des amis incroyables. Je suis mariée. J'ai le travail de mes rêves. Franchement, j'ai dû passer par des événements durs, c'est vrai. Mais je veux pas dire ce que ça m'a apporté aujourd'hui, mais ça m'a permis déjà de mieux me connaître, de mieux me comprendre et un petit peu de savoir ce qui déclenche un petit peu ces crises. Je trouve que quand même j'ai fait un bon chemin quand même. Quand j'y réfléchis, je trouve que j'ai fait un bon chemin. Bien sûr, c'est surtout t'es sortie de ta zone de confort. Et ça, c'est important de le rappeler. Parce que si tu n'étais pas sortie de ta zone de confort, est-ce qu'aujourd'hui tu aurais ton activité, tu serais en train de faire le travail que tu as envie et qui ne te met pas dans cet état d'anxiété que tu as transcendé? Je pense pas, parce que déjà, moi, à la base, partir de Londres, c'est ma ville de cœur. Je me sens super bien à Londres. Partir de Londres, déjà, pour moi, ça a été un déchirement. J'ai pleuré pendant 3 mois non-stop. Mais tu y retournes, de toute façon, vu que tu fais l'aller-retour. En fait, quand je suis partie, je comptais pas retourner. D'accord. Et c'est quand je suis venue ici, je me suis dit, pourquoi pas reprendre les études. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Et en faisant mes études, je suis tombée... je me suis rendu compte, c'est quelque chose... En fait, mon métier, c'est quelque chose que je faisais depuis longtemps, mais je le faisais pour mes amis qui ont un petit business. Là, je demandais pas forcément de l'argent. Oui, tu le faisais de mon cœur, en fait, sans forcément avoir de retour financier. Voilà, et puis en faisant ma formation web designer, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était ça. Et je me suis dit, c'est pas mal. Mais après, la question est venue de, est-ce que je vais pouvoir le faire en entreprise ? Et je me suis dit, c'est peut-être pas forcément le bon schéma pour moi. Et là, on m'a dit, freelance, c'est bien, mais c'est dur. Et moi, franchement, j'aime les challenges, donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et rien n'est impossible. Moi, je suis partie avec... Franchement, j'ai essayé d'être un petit peu positive, même si j'aime pas, moi, toutes les trucs positivité toxique, où il faut être positif dans toutes les circonstances, parce que je trouve que ça reflète pas la réalité. Non. Tu vois, sur les réseaux sociaux, en ce moment, on voit beaucoup ça. Et moi, le mindset, la positive attitude. Ça part d'un bon sentiment. Oui. Mais c'est pas réel. Tu peux pas être positive en toutes circonstances. Tu vois. Mais là, j'ai vraiment essayé de me dire, vas-y, c'est possible, tu peux le faire. Et il y a des jours où, franchement, j'ai appelé mon mari, je disais, j'en ai marre, je suis fatiguée, je travaille tous les jours, je comprends pas, j'ai pas de clients. Mais franchement, il faut juste avoir la tête dure, continuer à travailler, pas se décourager. Et surtout faire une activité qui te met en joie, parce que ça te met en joie. Ouais, tout à fait. C'est le plus important. Tout à fait. Et oui, on va arriver à la fin. C'était très intéressant, mais il y a un timing. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui est anxieux et ainsi qu'à son entourage? Je me répète un peu, mais parler aux gens, expliquer votre histoire. Expliquer aussi, moi j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça, donc expliquer aussi à vos amis que c'est pas de la méchanceté, vous essayez pas de rompre le lien d'amitié, c'est juste que c'est dur quand t'as de l'anxiété de nourrir une relation, tu vois. Donc, et à l'entourage, je conseille d'être à l'écoute, de vous informer, et aussi toute personne qui a une anxiété ne va pas réagir de la même manière, donc c'est vrai que quand on s'informe, on lit sur Google et tout, il y a des informations générales, mais bon, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc, écoutez vraiment la personne, essayez d'être vraiment doux, d'avoir une approche douce et de ne pas être dans le jugement.
Oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est pour chaque personne en fait qui consulte ou qui vit cette anxiété, en fait, elle a sa propre histoire. Ouais. Et ça, en fait, je pense qu'on on ne met pas en avant, en fait, en mettant un grand point dessus, en disant qu'est-ce qu'elle vit ou qu'est-ce qu'elle a vécu qui fait qu'elle s'est mise dans cet état. En fait, non pas porter de jugement, mais comme tu disais, en fait, donner beaucoup d'amour, être bienveillant, respectueux, et non pas être dans le premier jugement en disant mais c'est comme ça, ou donneur de leçons, parce qu'en fait, ça fait que d'aggraver la situation. Ouais, surtout tu fais pas d'efforts. C'est un peu dommage de dire ça. Surtout que quand tu es dans ces situations, et on fait beaucoup d'efforts. On essaye. Oui. Donc, Exactement. Bah, je te remercie. Merci à toi. J'ai un dicton qui dit chaque filet d'eau a son chemin. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que ça te dit? Bah, j'aime bien et c'est réel, hein, que vous ayez de l'anxiété ou pas. Tu vois, te compare pas aux autres. Moi, c'était mon erreur. Chacun a son chemin et tu arriveras là où tu dois arriver, en fait. Donc, compare-toi à ce que tu étais la veille, mais te compare pas à ton voisin. Magnifique. Ça, c'est une pépite. Merci Ndeye Fatou. De rien. Et puis, au plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt.